On a parlé tout à l'heure la dernière fois des antagonistes de l'endothéline, des récepteurs qui avaient été découverts par Martin Clausel et par des chercheurs donc à Roche, qui avaient été la base de la fondation d'Actéléon. Et je voulais un petit peu vous décrire ce qui se passe en vérité. Juste pour vous donner encore une idée du timing, enfin du temps, 88, la découverte de l'endothéline, 6 ans pour arriver au bosentan, à la recherche, donc 6 ans de recherche préclinique, et on est avec au bout de 6 ans, on est avec ce nouveau produit, et on est à l'intérieur de la société. Il y a des témoins ici dont je ne vais pas pouvoir raconter d'histoire, parce que je vais essayer donc de dire la vérité, mais on a ce produit qui est le premier produit capable de bloquer ce récepteur. Et donc on se retrouve ici avec un produit qui a plusieurs effets chez l'animal. Il entraîne une vasodilatation, donc il empêche la constriction des artères. Il empêche que ces artères deviennent épaisses, donc un effet anti-hypertrophie. Il empêche la fibrose de survenir. Je vais montrer quelques exemples. Et il est anti-inflammatoire. Quelques petites études simplement pour montrer que si on peut empêcher la vasoconstriction, par exemple avec de l'acétylcholine, grâce au bosentan, des artères. Donc, si on prend des artères, vous voyez des artères pulmonaires que l'on met en mimiquant, en faisant comme si on était à haute altitude, en simulant l'altitude, on voit que les artères deviennent épaisses, vous voyez, à gauche. Et si on donne le traclyre, les artères sont beaucoup plus fines, donc on empêche l'épaississement des parois vasculaires. On empêche la fibrose. Ici, on avait donné un produit qui est un produit anticancéreux, qu'on appelle la bléomycine, mais qui a cet inconvénient terrible de donner une fibrose. Vous voyez un aspect un peu plus granuleux des poumons, et on peut prévenir cette fibrose avec le traclyre, le bosentan. Et si on donne des éléments inflammatoires, pro-inflammatoires, par exemple on utilisait un produit qui s'appelle le Cefadex, vous voyez aussi qu'on prévient de façon très significative l'inflammation avec le traclyre ou le bosentan. Voilà, alors c'est ça qu'on savait, on savait ça. Alors on a commencé à tester, soit chez Roche, à ce moment-là on était chez Roche, et surtout en donnant à toutes les universités du monde, c'était la première bloqueur de l'endothéline. Et puis on a commencé à tester dans des modèles plus sophistiqués, ce que j'avais dit, dans des modèles. Alors ça a été l'hypertension, l'insuffisance cardiaque rénale aiguë, l'insuffisance chronique rénale, l'hypertension pulmonaire, l'insuffisance cardiaque, l'hémorragie sous-arachnéenne. Tous ces modèles ont montré une efficacité du produit. Alors là, je peux vous dire que c'était plus le problème. On dirait très bien, ça marche dans tout. Le problème, c'est que si ça marche dans tout, on ne peut pas tester dans tout. Et pendant longtemps, on était presque, je ne dis pas la risée, mais tout le monde disait, oui, mais c'est un produit qui cherche son indication. Parce que c'était, vous voyez, vraiment, c'était un processus complètement différent du processus classique de découverte. C'était un des premiers médicaments comme ça, en fait, découvert grâce à une recherche à partir du récepteur, du principe, mais pas à partir de la maladie. Dans les années qui précédaient cette phase, on essayait absolument de chercher un médicament contre l'hypertension artérielle. Donc on commençait par la maladie, on ne commençait pas par le récepteur ou par le principe. Donc évidemment, on était ici avec un choix. Beaucoup de maladies. Donc on a commencé par, premièrement, faire ce qu'on appelle la phase 1. On a vu que le produit était actif par voie orale, il avait une biodisponibilité, ce qu'on appelle de 50%, c'est-à-dire que si on le donne par la bouche, 50% va être absorbé. On savait qu'il était assez lié aux protéines dans le plasma, ce qui était important. On savait qu'il était éliminé par le foie, avec ce qu'on appelle une demi-vie de 5 heures, c'est-à-dire qu'il diminue dans le sang, la moitié diminue, enfin la quantité dans le sang diminue de moitié en 5 heures. Donc, il va diminuer 4 fois en 10 heures.
Et disons qu'en 2 jours, presque tout est disparu. On savait qu'on a pu déterminer qu'il était éliminé par le foie, par des cytochromes bien particuliers, qu'une partie était excrétée par la bile, que les concentrations dans le sang, avec une dose moyenne, étaient de 1,3 microgrammes par millilitre, que le pic d'absorption était à 3h30, et on connaissait à peu près la quantité absorbée moyenne. Si on a essayé de donner avec la nourriture, il ne se passe pas grande différence. Vous voyez, les 2 courbes sont presque superposées, donc on peut le donner avec ou sans la nourriture, ça, ce n'est pas un problème. On a testé chez les personnes âgées, il n'y avait pas de changement de la concentration. On a testé chez des gens qui avaient une insuffisance rénale, il n'y avait pas nécessaire de changer la dose. Et que si on avait une insuffisance hépatique du foie modérée, il n'était pas nécessaire de changer la dose, mais si c'était une insuffisance hépatique sévère, il fallait diminuer la dose. Voilà. Donc on était dans les conditions, on savait comment on pouvait donner, quelle est la quantité qu'on pouvait donner. La phase 1 était terminée. C'est encore une donnée chez les malades. On a fait quelques études chez les enfants. Et puisqu'on ne savait pas quelle était l'indication, on a décidé de faire un développement qui était un petit peu original. On s'est dit, on va essayer de faire des preuves de concept. Ce que j'ai dit, ce n'était pas une recherche de dose, mais des preuves de concept dans plusieurs maladies. Donc on a choisi la migraine, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les complications des produits anti-inflammatoires, les complications, les hémorragies gastriques des anti-inflammatoires, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est-à-dire la rupture de certains anévrismes dans le cerveau, l'hypertension artérielle pulmonaire et certaines angioplasties, vous savez, quand on fait les dilatations des artères coronaires chez des malades qui ont des obstructions athéroscléreuses des artères coronaires. Alors, évidemment, chaque étude n'était pas une étude complète. C'est évident que, par exemple, la migraine, on peut vérifier si les gens ont mal à la tête, ça c'est assez facile. Mais dans les angioplasties coronariennes, par exemple, ce qu'on a pu vérifier, c'est est-ce que le bosentan pouvait augmenter le flot de sang, mais on ne pouvait absolument pas savoir si le malade se sentait mieux ou pas mieux, parce que ça demandait des études beaucoup plus grandes. La même chose pour l'hémorragie sous-arachnoïdienne. On a simplement pu vérifier, est-ce qu'on peut prévenir en mesurant avec, cette fois-ci, c'était un Doppler, l'effet Doppler, est-ce que les artères se constrictent ou pas? Donc, c'était des mécanismes, des preuves de concept, cette fois-ci. Ce n'était pas des vraies phases 2 de recherche de dose. Je ne vais pas aller dans tous les détails, simplement vous dire que la migraine, ça n'a absolument pas marché. L'hypertension artérielle, ça marchait très bien. L'insuffisance cardiaque, ça marchait très bien, il y avait des effets sur la cardiaque. Les complications des anti-inflammatoires, ça marchait, disons, moyennement, mais avec des effets intéressants. L'hémorragie sous-arachnoïdienne, ça marchait assez bien, même très bien. L'hypertension pulmonaire, on avait un doute à ce moment-là, c'était assez intéressant. C'est-à-dire que il y a eu... la première étude était mal faite. Je ne sais pas comment ça a été fait, mais vraiment, il y a des gens qui disent que ça marchait. On a dit que c'était un produit très dangereux, puis il y a des gens qui disaient que ça marchait très bien. Nous, on pensait que ça marchait très bien. Et dans les angioplasties coronariennes, il y avait des effets qui n'étaient pas très spectaculaires. Donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait, avec les antagonistes de l'endothéline, que les antagonistes de l'endothéline étaient essentiels à la croissance des fœtus. C'est-à-dire donc que si on donnait un antagoniste de l'endothéline, il y avait un risque d'être tératogène, donc d'entraîner des malformations. Donc il était évident que des indications comme la migraine, on risquait de donner à des femmes jeunes. Donc c'était une indication qui disparaissait du fait de ce problème de toxicologie. La même chose pour l'hypertension artérielle. On s'est dit, l'hypertension artérielle banale, ce n'est pas la peine de prendre de risques, parce que si quelqu'un oublie qu'il y a cet effet secondaire, la société ne peut pas prendre. Évidemment, les autorités d'enregistrement ne prendront pas de tels risques. Donc, à ce moment-là,
la hémorragie subarachnoïdienne, on avait besoin d'un produit intraveineux et on s'est rendu compte que le Tracleer n'était pas bien toléré de façon intraveineuse. Il était bien toléré par la bouche, mais il pouvait entraîner des inflammations des veines si on le donnait en intraveineux. Donc vous voyez qu'on a commencé à se limiter avec ces effets positifs à quelques indications. Et ce qui nous paraissait à ce moment-là le plus important, c'était l'insuffisance cardiaque. Parce qu'il y a des millions de gens qui, malheureusement, chaque année meurent d'insuffisance cardiaque après des infarctus multiples ou une insuffisance coronarienne. Et on a donc testé, alors je ne vais pas passer dans tous les détails de l'insuffisance cardiaque, on a commencé par des doses énormes, mais on a fait une grande étude. Alors cette fois-ci, c'est la phase 3. Hein, vous voyez, donc on avait en phase 2 une notion de la dose, de l'efficacité sur le débit cardiaque. Dans ce cas-là, c'était le débit cardiaque. Et on va faire des études chez un grand nombre, je crois que c'était 1800 patients, 900 traités par un placebo, 900 traités par le Tracleer. Et malheureusement, voilà ce qu'on a observé. Si on regarde le nombre de morts chez ces malades et le nombre de gens hospitalisés, on voit qu'il n'y a pas de différence. Il y a un petit peu moins de sujets qui sont morts sous Tracleer, mais il n'y a pas des effets qui soient vraiment significatifs. Donc, l'insuffisance cardiaque, bien que tous les principes marchent, on n'a pas réussi à montrer chez l'homme un effet qui permettait l'enregistrement de ce produit. Et à ce moment-là, on avait regardé les données d'hypertension artérielle pulmonaire, et vraiment, pour nous, chez certains malades, on avait vu des effets dans la première étude qui nous semblaient spectaculaires. On est allé voir certains, et là je montre les noms parce qu'il y a Gérard Simoneau qui a joué un rôle très important à Paris, qui est à Clamart, qui avait un grand centre d'hypertension pulmonaire, et on est allé voir ces experts. Je me rappelle être venu à Paris à ce moment-là, et tous les experts à ce moment-là nous ont dit, écoutez, c'est une maladie terrible, l'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie orpheline, très rare. Et tout le monde nous a dit, aucune chance avec un comprimé d'arriver à traiter cette maladie. Il faut des produits injectés. À ce moment-là, on avait des produits qu'on appelait le Flolan ou la prostacycline qui étaient injectés par une pompe en permanence. Je dis, un comprimé, ça ne va jamais marcher. Bon, on a dit, on va quand même faire une étude. Alors, cette étude, c'était une petite étude avec une maladie rare, avec quelques centres, donc à Paris, donc les meilleurs centres dans le monde, avec Rubin à San Diego. Vraiment les meilleurs centres. Et on a donné pour 2 fois plus, on est chez 2, parce que pour les malades, on trouvait que on a donné 125 mg donc je crois que c'était 35 malades, et comparé à un placebo pendant 12 semaines. Et voilà, là, je peux vous dire que le jour où on voit un résultat comme ça qui apparaît, c'est vraiment un grand jour dans une société. Ça n'apparaît pas souvent. Il y a beaucoup de souffrance, comme on peut vous dire, beaucoup d'inquiétude, mais lorsqu'on voit ces données, là c'était l'épreuve, la durée, la longueur, combien des malades peuvent marcher. On faisait simplement demander à ces gens qui ont une hypertension pulmonaire de marcher pendant 6 minutes. Hein, on les prend ici, ils vont faire, pendant 6 minutes, on a un chronomètre et on regarde la distance de marche. Et qu'est-ce qu'on observait? C'est qu'en 6 minutes, ces malades pouvaient, vous voyez la barre verte par rapport, qui était un malade traité par rapport à la barre bleue, les malades marchaient 70 mètres de plus en 6 minutes. Si vous parlez pour 1 heure, ça fait 700 mètres. Hein, si vous demandez à un entraîneur d'athlétisme de faire marcher quelqu'un en 1 heure 700 mètres de plus, vous voyez que c'est quelque chose d'énorme chez des malades très sévères qui n'avaient, avec un comprimé, 2 fois par jour. Donc c'était un résultat absolument spectaculaire. Et ce qui était intéressant, c'est simplement décrire, lorsqu'on leur demandait comment les gens se sentent, c'est-à-dire qu'on pose des questions assez simples à ces malades, on leur demande, est-ce que vous êtes capable de monter les escaliers, d'avoir une vie normale, ou est-ce que vous pouvez faire des efforts, est-ce que vous pouvez avoir une vie normale, ou est-ce que vous êtes obligé de rester couché au lit toute la journée. Et vous savoir qu'il y avait, dans notre étude, on avait pris des malades qui étaient dans phase 3, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient absolument pas avoir une vie normale. Ils n'étaient pas couchés au lit tout le temps en permanence à l'hôpital, mais ils ne pouvaient pas absolument sortir de chez eux, avoir une vie normale. Et
vous voyez qu'au départ, hein, donc on prend la barre verte, ils étaient tous dans cette situation, et la moitié se sont améliorés et pouvaient avoir une vie normale. Ils ne pouvaient pas faire d'exercice violent, mais ils pouvaient avoir une vie normale. Donc, tout de suite, on a vu que la moitié de ces malades revenaient à une vie normale, ce qui était un effet spectaculaire. À ce moment-là, c'était assez intéressant, et il y a des gens qui sont même ici dans la salle qui se sont dit, avec ces résultats-là, il faut enregistrer ce produit. On ne peut pas, statistiquement, il y avait une chance sur, je ne sais pas combien, que ce soit un effet du hasard, ce n'était pas possible. Et là, je dois dire que les autorités d'enregistrement ont été très compréhensives, parce qu'ils se sont dit, oui, il y a quelque chose vraiment de fantastique dans ce produit. Les autorités européennes et américaines nous ont dit, écoutez, on va commencer le processus d'enregistrement de ce produit, mais refaites une étude pour savoir si vraiment vous confirmez ces résultats, parce que c'était quand même des résultats assez incroyables. Et, alors ça représentait, je ne vais peut-être pas parler d'un détail, simplement pour montrer aussi que dans cette étude, dans la première étude, j'avais dit que non seulement la moitié des malades s'amélioraient, mais il y avait des gens qui se sont aggravés. Et il y avait 25% des gens qui se sont aggravés sur 38 malades. Ils étaient tous sous placebo. Aucun des malades qui étaient traités ne s'était aggravé. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire comme effet. Et c'est la raison pour laquelle c'était intéressant. Et on pouvait d'ailleurs se poser la question, ralentir l'enregistrement d'un produit pendant 1 an, ça veut dire ne pas traiter pendant 1 an des milliers de malades. Ça, les gens, quand on pense à ce que ça représente au point de vue nombre de gens qui sont morts parce que pendant 1 an, ils n'ont pas pu avoir accès à ce produit, on peut se poser des questions. Mais évidemment, les autorités avaient besoin d'une confirmation. Alors la confirmation, c'était une étude qui s'appelait BRIS 1. Cette fois-ci, on avait besoin d'un plus grand nombre de malades, donc 27 sites, 213 malades, donc 4 fois plus de malades. Mais on a profité de cette grande étude pour pouvoir, cette fois-ci, faire des études à plus long terme et pour pouvoir suivre cette cohorte de malades par la suite. Donc, et on a testé 2 doses, 250 et 125 mg. Cette fois-ci, on a testé pendant 12 semaines et après, on a continué à les suivre pendant 12 autres semaines. Et on a mesuré l'état clinique et puis aussi les hospitalisations, la mort ou le besoin d'avoir d'autres produits. Évidemment, on a confirmé, je crois que on a confirmé ces données avec un effet, vous voyez, quand on appelle P0002, ça veut dire qu'on a 2 chances sur ici 10 000, que ce soit par hasard. Donc, c'était évidemment un effet du produit. Et de façon, les gens s'amélioraient avec des index sur comment ils étaient essoufflés. Et lorsque l'on regardait l'aggravation, c'est-à-dire le nombre de gens qui s'aggravent, on voyait que 37% des malades sous placebo s'aggravaient pendant l'étude, alors que seulement 11% sous produit s'aggravaient. Donc diminution par 3 de l'aggravation de la progression de la maladie. Donc on avait non seulement montré qu'on améliorait l'épreuve de marche, mais on améliorait la qualité de vie, la qualité de vie, on améliorait les symptômes, mais on prévenait la progression de la maladie. Si on regardait la dose, parce qu'on avait besoin de savoir la dose, on voyait qu'il y avait peut-être une petite amélioration par rapport aux 250 vis-à-vis du 125 mg, mais lorsque l'on regardait l'aggravation de la maladie, vous voyez les courbes vertes, les 2 courbes du haut sont superposées, il n'y avait pas de différence entre 125 et 250. L'effet était prolongé. On a pu regarder, par exemple, avec des appareils d'échographie, la taille du cœur, et on a voyé une amélioration disons, de la forme du cœur, de son amélioration. Et l'effet secondaire, et c'est pour ça qu'on a choisi la dose, on avait vu un seul effet secondaire vraiment qui était à surveiller, c'est que chez certains malades, il y avait des effets sur le foie et qu'il fallait, chez certains malades, arrêter le produit si on voyait une augmentation de certains paramètres dans le sang. Donc on avait déterminé l'efficacité et déterminé les effets secondaires. Je peux dire que depuis ces études, il y a eu 40 000 malades qui ont été traités. On n'a jamais eu, je touche du bois, vraiment d'accidents grâce à cette surveillance, grâce au fait qu'on a pu déterminer ces problèmes hépatiques. Et lorsqu'on a suivi ces malades,
et le professeur Ménard, qui est ici, lorsqu'il avait vu ses premières études, m'a dit qu'il est absolument indispensable de suivre la cohorte de malades. Alors les malades, après qu'on ait vu cet effet évidemment spectaculaire, on ne pouvait plus les traiter sous placebo. Donc on a tous été obligés de les traiter, évidemment, pour eux, par le produit. Donc on ne pouvait plus faire de comparaison, par exemple, pour la mortalité. Donc on ne pouvait que faire une comparaison entre ce qu'on a observé, c'est la courbe du haut, au point de vue mort des malades, et ce qui était prévu, ce qu'on connaissait de la mortalité avant l'apparition de ce médicament, et donc ce qu'on appelait ici la courbe prévue de mortalité. Vous voyez qu'on diminuait entre la courbe, mais ça, ce n'est pas une preuve formelle, puisque c'est un suivi des malades avec une comparaison avec un groupe théorique. Donc, évidemment, pas de preuve formelle, mais une forte indication que grâce à ce traitement, on changeait complètement la mortalité. Et cette maladie, on a pu transformer, grâce au Tracleer, une maladie orpheline qui était mortelle en quelques années, en une maladie qui, aujourd'hui, est bien traité, avec des survies, maintenant des gens qui sont traités sous trachea depuis 8 ans, 9 ans, qui ont une vie normale, qui reprennent leur profession. Donc grâce à ce médicament, on a pu complètement changer le devenir de ces malades. Alors ça ne s'est pas arrêté là, c'est ça que je vous montre le développement, on ne s'arrête pas ici. Lorsqu'on a un tel produit, et on peut regarder, on a voyé l'hypertension artérielle pulmonaire, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a décidé, par exemple, d'utiliser ce produit chez des malades qui ont une malformation cardiaque. Vous savez, peut-être les gens qui ont ce qu'on appelait, qu'on voit de moins en moins, heureusement, parce qu'il y a la chirurgie, mais des gens qui ont cette maladie bleue. Et je vais expliquer comment ça se passe. Pourquoi est-ce que les gens deviennent ce qu'on appelle cyanosés, c'est-à-dire que leur sang n'est plus bien oxygéné. Ce sont des malades qui ont entre le ventricule gauche, donc qui est le ventricule qui pompe le sang à forte pression, et le ventricule droit, qui est la partie du cœur qui pompe le sang dans les poumons, qui a moins forte pression, ils ont une ouverture entre ces deux ventricules. Et dans un premier temps, le sang va donc de la pression haute, ventricule gauche, à la pression basse, ventricule droit. Mais au bout d'un certain temps, la pression commence à augmenter dans le ventricule droit. La pression augmentant, la pression augmente aussi dans l'artère pulmonaire. Les artères pulmonaires vont commencer à se dégrader, vont s'épaissir parce que la pression est élevée. Donc, pour lutter contre cette pression, les artères s'épaississent et la pression va augmenter dans ce ventricule droit. Et si les malades ne sont pas opérés, il y a eu malheureusement et ça a été longtemps, il y a 20 ou 30 ans, les gens n'opéraient pas, il n'y avait pas les possibilités des chirurgies n'étaient pas aussi perfectionnées que maintenant. Et par exemple, il y a aussi les enfants trisomiques, malheureusement, n'étaient pas souvent opérés. Donc, ce qui va se passer, c'est que le ventricule droit va avoir une pression qui va être plus élevée que le ventricule gauche, parce que la pression augmente. Et la circulation du sang va s'inverser. Et donc, comme la pression devient à ce moment-là plus élevée, vous voyez que le sang va passer de droite à gauche à travers cet orifice. Donc le sang ne passe plus au niveau des poumons, il va directement dans le ventricule gauche, il est plus oxygéné, et c'est à ce moment-là que les enfants deviennent bleus. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger, et c'est un syndrome évidemment très grave, parce qu'il y a un cœur qui s'abîme, et il y a une mauvaise oxygénation du sang, et des malades très affaiblis au point de vue exercice. Eh bien, on a décidé, alors c'était quelque chose qui paraissait aussi complètement perdu, une cause perdue, tout le monde nous disait, bon, c'est des gens qui ont été pendant des enfants qui ont été pendant 20 ou 30 ans, ou des adultes qui ont été pendant 20 ans sans traitement, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a décidé de sélectionner, ça a été très difficile, ça a été la première vraiment étude randomisée chez ce type de malade. On a décidé de tester le Tracleer, un groupe traité par Tracleer, un groupe traité par placebo. Et à notre vraiment grande surprise, première chose, c'était que les résistances, c'est-à-dire que dans le poumon, les pressions baissaient. Et encore une fois, on pouvait mesurer une amélioration très significative de la distance de marche de ces malades.
et une amélioration, alors je ne vais pas aller dans le détail, de leur état fonctionnel. Et donc récemment, les autorités d'enregistrement ont considéré que le Tracleer devait être donné chez ces malades et que l'indication était acceptée. Voilà, simplement, et bien d'autres études sont en cours en ce moment, évidemment, avec le Tracleer, je ne veux pas aller dans le détail, mais je crois que vous en êtes passé à travers un processus où vous avez vu la phase 1, détermination, la preuve du concept, regarder quelles indications chez lesquelles ça marche, et après un développement qui ne marche pas toujours, ça a été le cas de l'insuffisance cardiaque et dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Voilà, en quelques mots, un développement clinique. Alors peut-être quelques questions pour le développement clinique avant de passer au modèle économique en quelques mots. Est-ce que le Tracleer donne une indication sur l'étiologie justement de cette maladie de l'hypertension pulmonaire cognitive? Il est clair sur il est clair que l'endothéline joue un rôle. Oui, et quelle est la cause de cette maladie? Est-ce que c'est pas justement... C'est peut-être une dysrégulation de l'endothéline, mais est-ce que c'est la cause, la conséquence? Ça ne nous donne jamais la cause véritable. Peut-être qu'un mécanisme différent entraîne la sécrétion d'endothéline, mais l'endothéline joue un rôle. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il n'était pas risqué pour Actelion de se lancer dans l'insuffisance cardiaque? Il y avait déjà des traitements sur le marché, j'imagine beaucoup de produits en développement. Certes, c'était une indication de masse, mais pourquoi avoir privilégié cette indication qui semble être plus risquée d'un point de vue concurrence, plutôt que de se lancer tout de suite sur une maladie orpheline où il n'y a pas de traitement et beaucoup plus facile de réussir quand on fait A posteriori, quand on sait que ça marche dans l'hypertension pulmonaire, on a dit on aurait peut-être dû faire l'hypertension pulmonaire. Mais quand on a un produit, c'était le cas du Tracleer, et qu'on sait que ça peut marcher dans une grande indication, c'est suicidaire d'aller dans la petite indication, parce qu'à ce moment-là, les compétiteurs vont aller dans la grande indication, et on va se retrouver avec un prix beaucoup plus bas dans la petite indication. Donc, il était beaucoup plus logique. Et puis, c'est difficile. Vous savez, les maladies orphelines, il faut trouver les malades. Donc, c'était beaucoup plus. On trouve facilement des malades avec une insuffisance cardiaque, et c'était difficile. Donc, en fait, je crois que ce qu'on a fait, c'est de faire les deux en parallèle, plus ou moins. C'était une attitude. Mais si ça avait marché dans l'insuffisance cardiaque, il y aurait des millions de gens traités par Tracleer aujourd'hui. Et je crois qu'on peut se dire, il y a toujours un poids entre maladie orpheline, petit nombre de malades, et ça fait des grands besoins pour chaque malade, puisqu'ils n'ont pas de traitement, mais maladies non orphelines comme l'insuffisance cardiaque, des millions de malades qui meurent. Donc, mais avec, vous savez, quand on dit le traitement aujourd'hui de l'insuffisance cardiaque, la durée de vie d'un malade qui malheureusement a une phase 4 d'insuffisance cardiaque, ça va être 1 an et demi, maximum. Donc, c'est des maladies très graves aussi. Moi, je ne considère pas orphelines, mais au moins très graves. Donc, moi, l'insuffisance cardiaque, en tant que cardiologue, je trouvais que c'était vraiment un vrai défi. Ça reste aujourd'hui un énorme défi, et ça reste une maladie très importante. Bon, si on avait su dès le départ que ça marcherait aussi bien dans l'hypertension pulmonaire, on n'aurait pas hésité, on aurait traité tout de suite dans l'hypertension pulmonaire, c'est clair. On ne connaissait pas ces données avant. Oui? Non, en fait... Non, c'est évident qu'aujourd'hui, si on peut, il faut opérer, fermer la cause. Mais il y a des malades, aujourd'hui, c'est trop tard, parce que, par exemple, des malades dans les pays sous-développés, dans certains pays de l'Est, où ils n'ont pas été opérés, 20 ans ou 30 ans après, tout leur arbre pulmonaire est modifié. Et si on ferme la cloison, ça va être encore pire, parce qu'à ce moment-là, la pression est énorme et il n'y a plus cette soupape à travers cet orifice et disons, la circulation pulmonaire est habituée à un certain mode de fonctionnement et on ne peut plus les opérer. Donc c'est trop tard. Donc ça s'adresse à ces malades qui vont diminuer avec le temps. Mais certains cas ne sont pas opérables, certains malades n'ont pas été opérés ou on n'a pas fait de diagnostic avant.